Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. On le surnomme l'Everest des mers parce que le Vendée Globe est une course autour du monde qui se réalise en solitaire, à la voile, sans escale et sans assistance. Une course reine, une course rude et insensée qui a fait rêver presque tous les marins du monde et pas mal de navigateurs suisses, parmi lesquels vous, Alan Roura, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Pile un mois après votre retour du Vendée Globe, vous avez passé 95 jours en mer. Il y a 4 ans, vous étiez le plus jeune marin de l'histoire à vous élancer à cet Everest des mers. Je crois savoir que mentalement, vous êtes déjà prêt pour la suite. pour la suite. Est-ce que vous pourriez nous décrire, nous expliquer l'appel du large? Qu'est-ce que ça veut dire pour un Suisse, pour un Genevois comme vous, cet appel du large, même du grand large, j'allais dire? Je pense que quand on goûte à ça, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est cette liberté en fait. Et surtout dans cette période qu'on vit actuellement, le large, c'est vraiment... j'en ai besoin. J'ai une nécessité d'aller en mer, de me retrouver seul contre la nature, la force de la nature. Et puis c'est des défis personnels. Le Vendée Globe, c'est le défi le plus dur en termes de marin, parce que c'est la seule course autour du monde en solitaire actuellement. Et en fait, voilà, j'aime bien relever des défis, j'aime bien monter des projets. Et c'est un... Quand on est en mer en solitaire, en fait, l'exemple que je donne souvent, c'est que... Vous avez déjà sauté en parachute? Non, je n'oserais jamais. C'est un peu cette sensation de la boule au ventre, là. Et on a une explosion d'adrénaline en soi, quoi. Et c'est ça tous les jours. Et du coup, c'est une espèce de drogue et ça donne envie d'aller reprendre une petite dose. Je vous propose, Alan Roura, qu'on regarde un portrait de vous mis en image par Cyril Desprats et on revient juste après. On est le 16 janvier 2017. Et là, juste derrière, c'est le Cap Horn. On est en train de passer le Cap Horn. C'est génial. Vous nous faites rêver, Alan Roura. Vous êtes jeune, vous êtes beau, souriant, courageux et sacrément doué. Et pendant que l'humanité se recroqueville dans les confinements, vous, ce sont aux confins du monde que vous allez provoquer le destin. Elle est belle, hein? Ce goût pour la liberté, vous le devez sans doute à votre enfance, puisque dès l'âge de 2 ans, vous vivez avec votre famille à bord d'un bateau sur le lac Léman. En 2001, vos parents et leurs 4 enfants larguent les amarres et vous embarquent pour un tour du monde. Il y en a où les patates? Où? Monte du doigt. L'aventure va durer 11 ans et vous n'irez jamais à l'école. Un jour, Alan a eu l'âge de rentrer à l'école et je lui ai posé la question, est-ce que tu veux aller à l'école ou pas? Il m'a dit non. Donc j'ai été à Genève, aux eaux vives, pour ne pas l'inscrire. Depuis l'âge de 2 ans, il est sur un bateau. On s'est toujours dit, de toute façon, il ne va jamais travailler dans un bureau. Il a tellement adoré cette vie aquatique qu'il n'y avait pas d'autre solution. En 2012, vous vous installez en Bretagne, à Douarnenez, où vous retapez un vieux bateau et commencez une carrière de navigateur professionnel, sous le regard d'abord un peu ironique des marins locaux. Il est arrivé ici dans sa Twingo. Je pense qu'il n'y avait pas la place pour une boîte d'allumettes de plus dans sa voiture. C'est à peu près ça, là. C'était des sacs de couchage qui débordaient de tous les côtés. Une sorte d'énergumène qui sort de sa voiture. Ouais, on était là, on regarde. Tiens, bon. Un marin de plus, quoi. Et puis un jour, on l'a vu naviguer. Celui-là, il est doué quand même. Hein. Il est doué, le petit, là. Vous enchaînez alors les courses au large, la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. En 2019, vous pulvérisez le record de traversée de l'Atlantique Nord sur un monocoque et en solitaire. Et puis, il y a la course ultime, le Vendée Globe, plus de 47 000 km autour du monde, 3 mois de course en solitaire, sans escale ni assistance. En 2016, à 23 ans, vous êtes le plus jeune concurrent de l'histoire de l'épreuve. Le danger permanent, la solitude, le manque de sommeil tabassent le corps et détrempent le moral. Pas cool du tout. Et putain, qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais qu'est-ce que je fous là? Côté mer, vous êtes un aventurier solitaire. Côté terre, le jeune papa de la petite Billy, né le 9 juillet dernier. Et le mari d'Aurélia,
journaliste à la télévision que vous avez rencontré il y a 7 ans. On est un couple très fusionnel, on passe énormément de temps ensemble. Donc c'est vrai que quand il s'absente, je le vis bien parce que je suis habituée et puis on s'est rencontrés dans le contexte de la course large. Donc je savais dans quoi je m'engageais en entamant une relation avec lui. Quand il part, je sais que c'est lui qui a le plus envie de revenir, surtout maintenant qu'il y a Billy. Ça change. L'arrivée d'un bébé change quand même un peu la façon d'appréhender tout ça. Mais oui, je lui fais confiance. Le 8 novembre dernier, vous reprenez la mer pour un second Vendée Globe. À 27 ans, vous êtes à nouveau le Benjamin de la course et à nouveau, l'expérience est extrême. Oui, j'ai eu un souci hier matin tôt là, sur le système hydraulique de quille. Voilà, une grosse fuite, donc de l'huile partout, qui a été projetée dans tout le bateau, dans les cheveux, dans les yeux. Enfin bref, c'était pas très rigolo. C'était un peu sport. Après 94 jours de courses épuisantes et d'innombrables aventures, vous bouclez votre tour du monde en vous classant à la 17e place et reposez le pied sur la terre ferme. Mais jusqu'à quand? Car lorsqu'on a goûté comme vous à l'infini des mers, s'inscrit forcément en soi une part extraterrestre. Alors, Alain Roura, on ne peut pas s'empêcher de rire et de se réjouir et en même temps d'admirer les images qu'on vient de voir, cette aventure insensée qu'est le Vendée Globe. En même temps, ce Vendée Globe, si votre deuxième Vendée Globe a été sacrément dur, un chemin de croix, quand vous êtes face caméra comme ça, devant, avec votre GoPro et que vous vous dites « mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'allais chercher là ?» Vraiment, vous nous disiez avant, c'est une drogue, mais qu'est-ce que vous allez chercher 47 000 kilomètres, seul? Eh ben, déjà, je tiens vraiment à féliciter pour ce montage vidéo qui est très très joli et qui vient de me mettre une belle baffe. J'ai un peu les larmes à l'œil parce qu'en fait, je vais chercher le Vendée Globe pour ce qu'on vient de voir là. C'est-à-dire que j'ai 28 ans aujourd'hui et quand je vois tout le déroulé des courses, j'ai jamais lâché, quoi. Et ce qui me fait tenir, c'est aussi de prouver un peu à la jeunesse aujourd'hui que quand on veut se battre, quand on veut quelque chose, il faut se battre, hein, faut pas lâcher, mais on peut y arriver. Et alors ok, j'ai jamais vraiment gagné quelque chose en course au large, j'ai eu un record de l'Atlantique, c'était ma plus belle victoire jusqu'aujourd'hui. Mais c'est une fierté de voir que voilà, j'ai jamais lâché et je continue. Mais ça veut dire quoi? Pardon de vous couper, Alain Roura, mais ça veut dire quoi, j'ai jamais lâché? C'est un milieu qui est très difficile. En fait, on imagine juste la navigation, mais il y a toute la gestion à côté. Donc aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai 5 personnes qui travaillent avec moi, un chantier naval, bref, tout ce qui va avec. Et tout ça, il faut cette équipe-là pour gérer le bateau. Et pour gérer le bateau, il faut aussi des sous, donc des sponsors. Et en fait, c'est une bagarre qui est sans arrêt pour faire fonctionner le projet jusqu'au bout. La navigation, finalement, c'est presque la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Et vous vous attendiez à ça quand vous avez eu cet appel du large dont on parlait tout à l'heure? Vous attendiez à peut-être ce paradoxe-là? En fait, sur ma première course en mini, on est tout seul, un Mini 650, la Mini Transat, c'est un bateau de 6,50 m, on part, on traverse l'Atlantique, on n'a pas de préparateur, on n'a rien du tout. Moi, c'était ma maison, en plus, le bateau. Et j'avais cette image de la course au large, des cadors avec des projets gagnants, etc. Et puis, on se dit que c'est une sacrée entreprise et on se pose la question, est-ce que je suis capable, en fait, d'aller de ce côté-là, quoi, et de gérer ça, surtout jeune, avec pas forcément une énorme expérience. Puis à un moment donné, on se lance, quoi. On se lance parce que si on rêve, si on attend, on va peut-être attendre toute sa vie, quoi. Mais sur le côté paradoxal, sur le côté à la fois chef d'entreprise et aventurier, pour vivre l'aventure qui est la cerise sur le gâteau, il faut avoir tout le reste, ce côté, cette double casquette, trouver de l'argent, trouver des sponsors, c'est... Moi, je trouve ça hyper excitant. Je trouve que l'aventure, elle est dans les deux phases. C'est-à-dire qu'elle est aussi belle, l'aventure, dans la gestion du projet et la recherche de financement, que sur l'eau. Et je prends autant de plaisir des deux côtés. Et en fait, c'est ça qui fait la magie de nos projets aujourd'hui. On n'est pas un simple pilote de Formule 1, quoi. Il y a l'ensemble, et c'est juste des projets incroyables. On partage avec des millions de personnes, quoi, nos aventures. Et moi, ça me fait rêver. C'est pour ça que j'ai envie d'y retourner, quoi. Ce deuxième Vendée Globe, Alain Roura, ça a été un chemin de croix, c'était dur. Ça a été peut-être dur à accepter. Le premier, vous vous étiez lancé comme ça, un peu à l'aventure. Le deuxième, il y avait une vraie volonté de performance. Il y a eu une déception, il y a eu une difficulté comme ça à accepter. En fait, c'est
C'est plus facile aujourd'hui, là, sur Terre, d'accepter que sur l'eau, parce que, en fait, quand on a monté le projet avec la fabrique, le nouveau projet, on va dire, le projet de 2017 jusqu'à 2021, on a décidé d'acheter un bateau plus récent, un bateau de 2007, et de le modifier entièrement. Rajouter des foils, donc ces appendices qui permettent de faire voler le bateau, et puis d'enchaîner beaucoup de courses. Donc la Transat Jacques Vabre, Route du Rhum, Record de l'Atlantique et Transat Jacques Vabre. Et c'était un peu du 50-50. On a fait 50% de performance et 50% où ça a été plus compliqué. Un sport mécanique, ça arrive. Et c'est vrai que je misais vraiment sur le Vendée Globe. Je pensais être comment dire, plus rapide que certains. Je pensais à beaucoup de choses. Et en fait, j'ai beaucoup mis de côté les avaries techniques. Parce que mon bateau était prêt. Mon bateau était vraiment prêt. Et cette avarie-là, elle était ingérable. On n'aurait jamais pu imaginer qu'à la base, pour un joint hydraulique, toute cette course devienne plus compliquée que prévu, quoi. Et donc, il a fallu se remonter le moral, il a fallu surmonter tout ça, il a fallu se battre avec un bateau qui était handicapé et qui allait beaucoup moins vite que les autres. Et en fait, j'ai trouvé que la course, alors forcément, elle était beaucoup plus dure que la première. Mais aujourd'hui, elle est devenue même beaucoup plus belle que la première fois sur le Vendée Globe, parce qu'il y a cette part de... j'ai fait 50% de la course en mode course, et après, j'ai fait 50% en mode survie, et comme seul objectif de ramener mon bateau à bon port. Vous êtes un dur au mal, Alain Drourat? Moi, je ne pensais pas en être un, et quand on parle à mon coach sportif ou aux gens qui naviguent avec moi, en fait, j'en suis un. Mais je ne le laisse pas paraître comme ça, mais oui, j'en suis un. J'aime bien. Je regarde d'ailleurs sur votre oreille les 2 anneaux qui brillent. Est-ce qu'on peut dire que vous les avez mérités, ces 2 anneaux? C'est les 2 Capornes. Alors, pour la petite histoire, normalement, j'en ai 4 en tout. Ah, OK. Moi, je pensais que c'était un par Caporne, un par Vendée Globe. Et du coup, là, il y en a un par Caporne. Et le prochain, je remettrai. Le trou est fait, mais j'attendrai de passer la 3e fois pour mettre le 3e anneau. Et qui c'est qui vous les a donnés? Alors, ça, c'est ma maman. C'est un cadeau de ma maman à l'arrivée. Et puis, il y avait un cadeau de ma femme sur le premier Vendée Globe qui était aussi des anneaux. Donc, voilà, c'est... Et la prochaine fois, ça sera un cadeau de ma fille. Et au-delà des femmes, Alain Drourat, on a vu dans le petit sujet, dans le reportage, votre père. Il est peut-être à la base de toute cette passion-là. C'est au fond presque lui qui est le plus fou de l'eau. Mon père, c'est un personnage hors norme. C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi et qui fait qui je suis aujourd'hui. C'est-à-dire alors, pas en termes de performance sur l'eau, mais en termes de lâche rien et fonce. Depuis toujours, il m'a toujours poussé à faire ce que je voulais, ce qui n'est pas donné à tous les parents, mais dans le sens où fonce, quitte à te casser la gueule, mais au moins tu apprendras. C'est un peu cette vision-là. Et pour donner un exemple, quand on est parti voyager en famille, il a passé son permis bateau et on est parti. Il n'avait jamais mis les pieds sur un voilier en gros avant. Et je pars en famille faire le tour du monde. Mais tu n'y arriveras jamais. Si, je vais trouver des solutions et puis je vais y arriver parce que j'ai envie. Et quand on a envie, on peut aller très loin. Et c'est toujours quelqu'un qui a énormément de cœur et qui, je sais pas, il a quelque chose qui fait que quand on rencontre mon père, on a envie d'aller plus loin. Et ça peut être dans n'importe quel corps de métier ou n'importe quelle aventure. Il dégage un truc, quoi. Et on a envie de lui faire plaisir. Et moi, je lui fais plaisir en faisant ses courses parce que c'est lui montrer que tout ce pourquoi il s'est battu quand j'étais plus jeune, ça a marché, quoi. Il m'a pas mis à l'école. C'est sûr que j'allais pas faire avocat. Il aurait voulu être à votre place? Non, du tout. Du tout. On avait eu un projet en 2015 de faire la Transat Jacques Vabre ensemble. C'était une course en double. On a navigué plusieurs fois sur mes bateaux de course, mais pas beaucoup. Et il n'a pas le même plaisir sur l'eau que moi en course. Lui, le plaisir, c'est d'être à la barre d'un bateau de voyage et puis de profiter de chaque instant. Et là, vous avez vu, c'est un peu se faire mal tout le temps, quoi. Donc c'est un autre plaisir et c'est pas le sien. Mais comment ça se fait? Vous disiez en famille, vous avez fait ces voyages en famille sur les bateaux, sur l'Atlantique, sur le Pacifique. Comment ça se fait qu'il y a seulement vous, des frères et sœurs, vous êtes 4, je crois, à avoir eu cet appel du large? Ça s'explique pas. Alors dans toute la famille, il y a eu, on est parti à 3 sur le bateau. Ma toute grande sœur Anouk n'est pas partie avec nous. En fait, c'est une famille reconstituée et du coup, je suis le plus jeune. Mais quand on est parti, la plus grande avait 21 ans, donc elle avait déjà un peu créé sa vie ici. Et puis
Mon frère est plutôt artiste aujourd'hui, on va dire designer, dessinateur, il est plutôt dans l'art. Et Julie, la plus petite des sœurs, alors elle a toujours rêvé de se lancer dans la course au large. Et elle a eu des projets qui étaient complètement différents. Elle a travaillé sur des paquebots pendant des années. Elle parle 8 langues. Enfin bref, c'est une sacrée battante. Mais par contre, non, je sais qu'elle ne fera jamais de course au large aujourd'hui parce que sa vie est différente. Mais on a un lien qui est assez rigolo parce que c'était son rêve. Et j'ai un peu réalisé son rêve aussi, quoi. Elle est plus âgée que vous. Oui, je suis le tout petit. La solitude, Alan Roura, vous avez le record de la traversée de l'Atlantique Nord en solitaire. Vous avez une famille à terre, vous avez des frères et des sœurs. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette solitude-là en mer, que vous allez chercher? Moi, je crois que c'est un besoin. C'est un besoin, tous les ans, j'ai besoin de ma phase où j'ai allé entre 10 et 20 jours en mer tout seul. Pourquoi ? Je pense que c'est le moyen de me ressourcer. C'est le moyen de me retrouver et puis d'avoir une stabilité. On en discutait tout à l'heure avec ma femme, de couple, quoi. C'est quelque chose où on a besoin de ces moments à nous. Et moi, je trouve qu'en mer, c'est là où on peut se ressourcer le mieux. Et seul, c'est encore mieux. Mais du coup, je pense vraiment, ouais. Mais en même temps, seul, oui et non, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec la GoPro, finalement, on vous voit pleurer en disant « mais qu'est-ce que je fous là ?» Vous avez quand même pris un moment pour allumer la GoPro C'est pas et vous dire « qu'est-ce que je... » Donc, il y a une forme de solitude et en même temps, il y a une forme de « je parle à des... » Enfin, c'est paradoxal un peu quand même. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a, je vais casser le mythe du coureur au large, mais on a même WhatsApp quoi sur les bateaux. On a le téléphone portable, on peut faire des visios, des Skype. Alors il y en a des qui passent leur vie là-dessus. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai fait une visio avec mes parents à Noël et j'ai fait 3 visios avec ma femme et ma fille. Quoi. Sur 95 jours en mer, on peut pas dire que je sois vraiment connecté. Par contre, on a les obligations avec la course d'envoyer des images. Sinon, on a des pénalités. Et donc, du coup, on doit filmer. Donc, moi, j'ai fait le choix de filmer des choses qui soient positives ou négatives, que ça soit du rire aux larmes, pour le coup, parce que je trouve ça important de partager la réalité, quoi. Au lieu de dire tout va bien à bord, tout va bien à bord, bon, il y a un moment donné, non, ça va pas, quoi, voilà. J'allais vous poser la question à Alan Roura, et peut-être ça marche pas si on a WhatsApp, si on a les GoPro et les visioconférences, mais quand on est seul comme ça sur une embarcation au milieu de l'Atlantique, au milieu du Pacifique, il y a 6000 mètres de profondeur, est-ce qu'on ressent une forme de vertige, une forme de presque... C'est vertigineux quand même, il y a une connexion avec, j'allais presque dire un vertige mystique. On est bien seul quand même des fois, même si on est bien connecté, il y a quand même une phase où, là je me suis retrouvé à plonger sous mon bateau en remontant l'Atlantique et c'est vrai quand je me suis retrouvé dans l'eau, je me suis dit là il y a 3500 mètres d'eau sous mes pieds, je suis tout seul quoi. Et en fait quand tout va bien, ça va, et c'est quand il y a un souci technique où là on se rend compte en fait que même si on est connecté, même si on a une solitude qui est assez énorme, parce que si je vous donne un exemple, vers le point Nemo, suivant où se retrouvent les concurrents, on peut être à une semaine... À point Nemo, c'est le point le plus éloigné de toute Terre. Donc les plus proches sont ceux qui sont dans l'espace. Donc c'est... Voilà, pour vous donner un petit exemple de la situation dans laquelle on se retrouve des fois. Et du coup, en fait, on est à une semaine d'avoir un secours. Voilà, donc le temps peut être très long. Mais là, du coup, est-ce qu'on ne devient pas croyant ? À moins que vous l'êtes déjà. Alors, je ne le suis pas du tout. Enfin, je ne le suis pas du tout, ça c'est faux. J'ai une vierge qui est toujours dans mon bateau, qui a fait tous mes bateaux et qui est toujours présente. Je ne suis pas croyant en soi, mais le fait d'avoir voyagé en famille autour du monde, on a passé énormément de temps au Venezuela. Et au Venezuela, c'est on est très croyant et très protecteur avec les vierges protectrices des marins, pêcheurs. Et voilà, je respecte ça, c'est resté, c'est quelque chose, c'est comme une superstition où j'ai une vierge à bord qui me protège et jusqu'à là, je suis toujours rentré. Elle vous a protégé une fois ? Vous avez un exemple ? J'aurais pu ne pas rentrer avec mon bateau, là, qui aurait pu tomber. En 2016, j'ai failli couler au point Nemo, d'ailleurs, et j'ai réussi à m'en sortir. Des fois, il se passe quelque chose. Alors, d'où ça vient, je ne sais pas, mais je me dis, elle sera toujours à bord avec moi, la Vierge. On n'a pas encore parlé du manque de sommeil. Alan Roura, on va en parler avec vous, mais il paraît que ce manque de sommeil-là provoque parfois des hallucinations chez les marins, même souvent. Et nos collègues de Sport Dimanche, en 2017, ont
ont recueilli des témoignages de vos collègues navigatrices et navigateurs. Je vous propose qu'on les regarde et qu'on en parle juste après. Moi, je me suis déjà vu demander à un équipier fantôme d'aller affaler la voile à ma place. Je voyais mon frère, je l'ai vu sur la plage avant, ranger le génois, la voile d'avant qui était mal rangée. Parce que ça fait déjà plusieurs heures que je le voyais qui pendouillait et qu'il allait peut-être partir à l'eau. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'affale les voiles et que j'aille me coucher parce que mon frère n'était pas à bord, c'est sûr. On se met à engueuler les équipiers imaginaires qui sont à l'intérieur du bateau. On les engueule parce qu'ils ne veulent pas venir manœuvrer ou nous remplacer. Moi, j'ai plus des hallucinations d'écoute, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'entendre une radio, une musique lancinante qui revient, plus que de voir des choses, des éléphants roses, comme on dit. On se rend compte qu'on ne réfléchit plus complètement clairement. Moi, je sais que des fois, j'ai des petites alarmes auditives, comme une petite sonnerie, comme une alarme d'ambulance, en fait. Les hallucinations sont dangereuses dans le sens où, suivant ce qu'on voit, si on n'est pas attaché, de là, le fait d'être constamment attaché sur ces bateaux, c'est pas faire l'erreur de se dire « Oh, je vois ma mère à côté de moi et je vais aller lui faire la bise » et en fait, elle est de l'autre côté de la filière, donc les barrières autour du bateau, et on passe par-dessus bord. Donc ça, c'est des risques qui peuvent arriver. Il y a des marins qui ont déjà vu le Père Noël à l'avant du bateau, ou un ours, ou leur sœur, ou voilà, donc ça peut être très dangereux. Il y a la compétition au début, et puis après, il y a la nature qui vous pousse, et qui vous pousse plus loin que ce que vous aviez envisagé au départ. Et là, il n'y a pas d'entraînement pour ça. Et que c'est pas parce que vous avez décidé que ça s'arrête que ça va s'arrêter. Au contraire, bien souvent, la mer elle est plus grosse, le vent il est plus fort et vous n'avez pas le choix que de continuer. À un moment donné, vous êtes tellement dans cette volonté que ça s'arrête que vous seriez capable de faire le geste irréparable. Ça vous est arrivé à vous, Alan Rohra, d'avoir des hallucinations comme ça et lesquelles, par exemple ? Eh bien, ça m'est jamais arrivé. Ah ouais ? Non, ouais, parce que alors chaque marin se connaît à sa propre manière, on va dire ça comme ça. Et pour moi, le sommeil, les hallucinations vont forcément avec le manque de sommeil, de repos. Et en fait, on a une ligne rouge. Et pour moi, cette ligne rouge, il ne faut jamais la dépasser. Alors, il faut connaître son corps pour savoir à quel moment on est à la limite. Et jusqu'à là, pour donner un exemple, sur le record de l'Atlantique, c'était 7 jours de navigation et je savais que je pouvais tenir en gros ces 7 jours sans dormir. Ou du moins et sans devenir fou. Et sans devenir fou. Et sur 7 jours, j'ai réussi à dormir 1 heure par jour, ce qui était vraiment rien du tout. Donc 7 jours, 7 heures de sommeil. J'ai franchi la ligne d'arrivée et je me suis écroulé. Voilà. Parce que je savais qu'il ne fallait pas que ça dure 10 minutes de plus. Et en mer, il faut vraiment faire attention à ça. Et quand on dépasse cette ligne-là, non seulement on peut avoir des hallucinations, mais en plus de ça, récupérer ce sommeil qui est très, très... Enfin, on allait quand même chercher très loin dans les ressources, là, c'est compliqué. Donc, pas d'hallucination. Alors, peut-être que du coup, ça veut dire que je ne tire pas encore assez dans mon corps, mais je pense que c'est déjà pas mal. Le doute, Alan Rohra, est-ce qu'il, tout d'un coup, il vous assaille ? On a l'impression, j'ai l'impression, en vous parlant de quelqu'un de très fort, de très solide, j'ai pas d'hallucination, je sais où je vais. J'ai plein de doutes. J'aime tout. J'ai plein de doutes. Par exemple ? Des fois, forcément, on est sur le bateau, sol, on n'a le droit à aucune aide extérieure. C'est-à-dire, surtout en termes de météo. Et c'est là où on a les plus gros doutes en mer. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas dormi depuis 2 jours, les conditions météo sont difficiles, il y a un système dépressionnaire qui est très chaud, il faut prendre la bonne option. Et là, on est tout seul. Et on se dit, là, par exemple, le choix que je vais faire là maintenant, il peut me coûter la course. Ou le bateau. Ou la vie. Ou la vie, voilà. Si le bateau casse, on est, comme je disais, 1 semaine des secours, ça peut être long. Et là, on a des doutes. Et c'est bien d'avoir des doutes, de se remettre en question. Je pense que c'est, dans la vie de tous les jours, c'est important. Maintenant, je commence à prendre un peu plus confiance en moi au fur et à mesure des années. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de doutes en mer. Justement, la mort, vous y pensez, Alan Rohra ? Alors, le danger ? J'y ai pensé. Avant de partir, on y pense, les marins. En mer, on essaie de pas trop y penser. Là, par exemple, sur le premier Vendée Globe, on a eu une discussion avec l'équipe qui était assez morbide, clairement, parce que c'est la veille du départ. On s'est retrouvés le soir à manger, ce qu'on ne fait plus d'ailleurs aujourd'hui, on n'a plus le droit de le faire, mais à cette époque-là, on le faisait. Et puis voilà, c'était de dire, mais si je ne reviens pas, alors le bateau, on en fait ça, toi, tu récupères ça, la boîte, elle va à tel un tel, et puis toi, tu dis à mes parents, c'est des sujets qui sont délicats à aborder, mais qui sont très importants.
Et le fait d'en parler, en fait, on prend conscience en fait, du risque de partir en mer. Parce qu'avant ça, vous n'aviez pas conscience vraiment de ce risque? Vous êtes un casse-cou? Bah, non, je ne suis pas un casse-cou, mais j'essaie de faire attention et on risque assez notre vie tous les jours pour finalement pas grand-chose parce qu'on fait de la course au large, donc c'est un jeu et il n'y a qu'un seul vainqueur. Il y a tous les autres qui courent après. Et j'essaie de faire vraiment attention à moi et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une vie de famille, mais je prenais pas plus de risques. Enfin, je prenais pas plus de risques avant qu'aujourd'hui. J'avais autant envie de rentrer à terre. Mais du coup, pardon de cette question, mais est-ce que du coup, depuis que vous avez Billy, votre fille, votre femme Aurélia et aussi vos frères et sœurs et vos parents, il n'y a pas un petit côté où on se dit, mon Dieu, je suis égoïste de leur causer tous ces soucis pour vivre ma passion? Moi, il y avait déjà, depuis mes premières courses, je trouve que la course au large, c'est le sport le plus... Alors, c'est le sport où on partage le plus avec les gens, et pourtant, c'est le sport le plus égoïste. On part pour une aventure qui est très personnelle, qu'on n'arrivera jamais à exprimer, parce qu'un Vendée Globe, même à l'écrit, c'est tellement compliqué de trouver les mots sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on ressent. Il n'y a que les marins du Vendée Globe qui se comprennent, quoi. C'est très personnel. Mais c'est-à-dire, si en quelques mots, vous pourriez nous dire ce que j'ai vécu? L'aventure ultime, quoi. Il y a quelque chose qui se passe avec le Vendée Globe qui est... je me rappelle, en remontant l'Atlantique à la première édition, de me dire, mais quand j'en vois certains, ils en sont à leur 4e édition, mais il faut être complètement taré, quoi. Et puis on franchit la ligne d'arrivée, et puis en fait, il faut y retourner. Il faut y retourner parce qu'il se passe quelque chose qui est inexplicable. C'est en nous, je sais pas, il y a ce risque forcément, on risque notre vie. On brave la nature, les océans, la météo. On est sur un sport mécanique qui est quand même de très haut niveau. C'est de la Formule 1, il faut savoir tout réparer à bord. Bref, c'est un ensemble qui fait que c'est génial, quoi. Mais c'est tellement égoïste, mais c'est tellement génial. Mais pourquoi c'est génial? Parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce que c'est. Et en fait, on le gardera en nous à vie. C'est-à-dire que cette expérience-là, je pense que même un psychologue, aujourd'hui, n'arrivera pas à sortir les mots qu'on a tous en soi pour décrire ce qu'est le Vendée Globe. C'est comme un trésor. C'est un trésor, ouais. Et en fait, tous les humains, on n'est pas tous pareils. Si, on est tous pareils. Mais nous, les skippers du Vendée Globe, je me dis, on a un truc, c'est à nous, on ne nous le volera pas. Voilà, c'est notre petit truc en plus. Merci beaucoup, Alan Rouara, d'être venu sur ce plateau et bon vent pour la suite. Merci. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux et aussi à l'adresse fautpascroire@rts.ch.